Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour aiguiller vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos. Alors autour de sujets qui nous concernent tous, et aujourd'hui Catherine, on va parler de quoi? Y a pas d'âge pour dire stop aux magouilles des laboratoires pharmaceutiques. Si vous avez pris ou prenez de l'Androcur ou des médicaments contenant des progestatifs comme le Luthéran, Luthénine, attention, les risques de développer des tumeurs cérébrales sont importantes. On vous dit tout sur ce scandale et sur le procès contre l'État qui en découle avec Emmanuelle Huet-Mignaton, la lanceuse d'alerte, qui se bat littéralement depuis 2019 pour faire interdire ces médicaments. Il n'y a pas d'âge pour être dingue de Yuka. Alors vous savez, l'application française qui nous aide à mieux consommer et à mieux nous nourrir? Eh bien, on va vous dévoiler tous ses secrets avec sa cofondatrice Julie Chapon, qui sera en direct de New York où elle est en train d'implanter Yuka. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la danse country, véritable phénomène de mode. On vous dit tout sur cette activité spéciale bonne humeur que l'on danse à deux ou en ligne sur des rythmes endiablés, David. Endiablés. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie et ouvrir un restaurant chez soi. Alors si vous êtes au chômage ou vous en avez marre de votre job, eh bien il existe une alternative assez simple pour changer de vie professionnelle. Devenir restaurateur en ouvrant chez soi une table familiale. Les touristes en sont complètement dingues. Et nous recevrons Laurent Romeshko, journaliste, présentateur télé. La météo, vous le connaissez bien sûr, mais surtout présentateur de la célèbre émission télévisée, des chiffres et des lettres. Elle s'arrête, David. Elle s'arrête. Après plus de 50 ans. Elle s'arrête, Il y a un petit Catherine. pincement au cœur quand même. Je sais, c'était votre enfance. Elle s'arrête. Sud Radio, y a pas d'âge. 70 victimes de l'Androcur, ce médicament inhibiteur d'hormones, viennent de déposer une plainte afin de poursuivre l'État en justice pour ne pas avoir communiqué aux patientes les informations nécessaires sur les risques de tumeurs cérébrales de ce médicament. Alors, l'Androcur, c'est quoi? Eh bien, introduit en 1980, c'est au départ un traitement contre l'acné, la chute de cheveux ou l'hirsutisme, qui est l'apparition d'une surpilosité dans les zones normalement dépourvues de poils chez la femme. Par la suite, l'Androcur a été prescrit entre autres comme contraceptif et comme traitement contre l'endométriose ou encore le syndrome des ovaires polykystiques. Alors autant dire que l'Androcur a servi de couteau suisse médicamenteux pour beaucoup de gynécologues et de médecins. Seulement voilà, dès 2004, des voix s'élèvent dans le corps médical pour dénoncer son lien avec le risque de développer des méningiomes, ces tumeurs des méninges, alors qui sont bénignes dans 90% des cas, mais qui peuvent être malignes et surtout très agressive. Alors pour lever le voile sur ce médicament et cette molécule, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Huet-Mignaton, qui avait développé 5 tumeurs cérébrales à cause de l'Androcur et qui, après avoir été la lanceuse d'alerte de ce scandale médical, est aujourd'hui la présidente de l'association Amavea. Alors l'association d'aide et de soutien aux victimes de méningiomes dus aux médicaments. Bonjour Emmanuelle Huet-Mignaton. Bonjour. Alors Bonjour. Emmanuelle, de quand à quand avez-vous été soignée avec de l'Androcur et que vous est-il arrivé? Alors, moi j'étais soignée de 2004 à 2011 avec Androcur. Après, en 2011, l'Androcur m'a été changé pour le Luthéran et mes tumeurs cérébrales ont été découvertes en 2017. Ah oui. Donc vous voyez, j'ai pris Androcur pendant 6 ans, 7 ans et Luthéran pendant 5 ans après. Quels sont les effets secondaires, Emmanuel, que ce médicament a eu sur d'autres membres de l'association? Quelles sont les séquelles avec lesquelles ces patientes vivent aujourd'hui? Alors, je pense que quand vous parlez séquelles, vous voulez dire les séquelles des personnes qui sont opérées? Absolument. Oui, tout à fait. Voilà, parce que toutes ne sont pas opérées. Hein. Tous les méningiomes ne nécessitent pas forcément d'être opérés. Après, ça ne veut pas dire que quand un méningiome est présent, il n'y a pas de symptômes, mais être opéré, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des conséquences graves. Donc, les neurochirurgiens font toujours le bénéfice-risque d'une opération. Donc parfois, il vaut mieux que le méningiome reste en place, même si les symptômes sont importants, plutôt que la place soit opérée. Opérer a toujours un risque important, puisque opérer, c'est quand même fracturer un crâne. Donc Bien ça, sûr. il y a des neurochirurgiens qui parlent bien de ça, et je suis ravie qu'ils parlent vraiment du fait que quand on opère, on fracture un crâne. Parce que ça vient
ça vient aller contre ce que beaucoup de gynécologues disent, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs bénignes, dont non cancéreuses. Donc bénin, dans le langage courant, veut dire pas grave. Absolument. Alors qu'on voit bien que quand on fracture un crâne, quand on dit qu'on fracture un crâne, on a bien conscience que c'est un acte chirurgical lourd qui peut avoir des conséquences graves. Donc les conséquences les plus graves, c'est ce ne sont pas les conséquences les plus fréquentes, hein, mais ça peut être un AVC qui entraîne une hémiplégie après, qui rend aphaxique, ce qui a été mon cas. J'ai dû faire de la rééducation pour apprendre à parler, à reparler, on va dire. Ça peut être des conséquences qui, à première vue, paraissent moins graves, mais qui impactent la vie quand même, c'est-à-dire une perte d'odorat, des problèmes auditifs, des problèmes de vue. Et puis tout ce qu'on a en commun quand même, toutes, c'est une fatigabilité. C'est-à-dire que beaucoup sont obligés de faire des pauses régulières, de faire des siestes par exemple, ce qui dans la vie courante, quand on travaille, peut quand même poser souci, quoi. Bien sûr. Enfin, la conséquence aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait de ne plus pouvoir travailler aujourd'hui et d'avoir été, alors dans votre cas, mis en retraite anticipée pour invalidité. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a une chose, Emmanuel, qui, moi, m'intéresse, c'est qu'en 2007, le neurochirurgien Sébastien Fröhlich est le premier à lancer ouvertement une alerte sur les effets secondaires désastreux de l'androcure. À quel moment, donc on est en 2007, à quel moment l'Agence européenne du médicament va réagir et faire mentionner dans la notice de l'androcure ce risque de tumeur? Alors, la notice a été changée en 2011. Ce qui, nous, en tant que patients, effectivement, nous pose problème. Pourquoi autant de temps? Oui, c'est-à-dire que pendant 4 ans, on a continué, on le savait, et on a continué à ce que des patientes s'empoisonnent avec ce médicament. On savait. Alors, le on, c'est intéressant de savoir qui était ce on. C'est pas nous, les femmes, en tout cas. Non, oui, non, enfin, bien pas sûr. les patients qui étaient... Vous voyez, c'est ça qui est important. Non, les hautes instances médicamentales. C'est ça. Alors, en 2011, 160 000 femmes consomment de l'androcure. Est-ce que votre gynéco vous avait parlé de ces risques? Non. Alors, moi, ce qui est intéressant dans mon cas... c'est que moi, j'ai eu une prescription de ce médicament androcure par 3 professeurs de gynécologie différents, donc des professeurs, qui aucun ne m'ont jamais dit le risque. Aucun. On peut dire moi, j'ai tendance à penser qu'un médecin traitant ne peut pas connaître les risques de tous les médicaments qu'il peut prescrire. Par contre, pour les gynécologues, les médicaments qu'ils peuvent prescrire sont quand même restreints. Enfin, qui prescrivent souvent, on va dire. Donc, qu'un gynécologue ne connaisse pas les risques m'interpelle beaucoup plus. Et surtout quand ils sont professeurs. Mais vous n'aviez pas de symptômes? Vous aviez des symptômes qui ne l'ont pas alerté? Alors, j'ai eu beaucoup de symptômes pendant longtemps qui n'ont pas alerté du tout. Moi, les premiers symptômes, c'était en 2011. Et on a découvert les méningomes en 2017. Vous voyez, effectivement, 6 ans mais c'est ce que dans l'association, on voit beaucoup. Des femmes qui sont dans un diagnostic très, très tardif, avec une errance pendant très, très longtemps, de symptômes que les médecins ne comprennent pas. Mais alors, justement pour vous, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs même encore un déni des gynécologues concernant les effets secondaires de l'androcure et des médicaments à base d'acétate de cyprotérone, comme le Luthéran et le Luténil, et finalement de voir de tous les médicaments contenant des progestatifs? Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Il y a quelque chose une non prise en compte de ce problème-là qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire que déjà, en 2019, alors que l'étude épidémiologique est quand même là, donc une étude à forte preuve, les gynécologues étaient dans un déni en disant mais peut-être que ces études-là ne prouvent rien, en gros, vous voyez. Bon, maintenant, ils sont plus dans cette dynamique-là, ils sont plutôt dans la dynamique, tout ça n'est quand même pas très grave. Oui, c'est-à-dire que quelques milliers de femmes qui développent des gros effets secondaires, c'est pas très grave, quoi, finalement. C'est acceptable. Voilà, parce que ça reste rare pour eux. Vous voyez, c'est les mots bénin, le mot bénin et le mot rare. Oui, le mot bénin veut dire pas grave, donc du coup... Mais alors, les patientes, elles, qui ont pris de l'androcure, quand est-ce qu'elles ont été informées par l'Agence française du médicament que justement, il y avait un risque quand même de méningiome?
Oui, alors elles ont été informées à partir de juin 2019. Pour les personnes qui ont eu délivrance du médicament dans les 2 ans précédents, puisqu'il est impossible, paraît-il, de pouvoir avoir les noms des personnes antérieurement à 2 ans. D'accord, 2 ans. Donc on rappelle, 2017, première sonnette d'alarme par le neurochirurgien Sébastien Fröhlich. 2007, excusez-moi. 2007, pardon, 2007. 2011, on met dans la notice le fait qu'il y a des risques d'effets secondaires et on vous informe en 2019. Et alors pour les femmes qui ont pris du Luthéran et du Luténil, à quel moment elles ont été prévenues? Alors pour le Luthéran et le Luténil, c'est en décembre 2021. Alors que les médecins, eux, ont été prévenus en juin 2020. Les gynécologues ont été prévenus en juin 2020. Ça, non, je peux vous le dire, je l'ai regardé. Oui, d'accord. Je l'ai regardé, j'en suis sûr. Donc on est encore dans quelque chose quand même d'assez dégueulasse vis-à-vis des patientes. Il n'y a pas d'autre mot. Mais l'Androcur est toujours prescrit, là, aujourd'hui? Alors, l'Androcur est toujours prescrit. Dans des indications, c'est un des problèmes aussi, c'est que l'Androcur a été prescrit à 80% hors AMM. L'AMM de l'Androcur, à l'époque, il y en avait 2. Pour la femme, il y avait l'hirsutisme sévère nuisant gravement à la vie sociale. Et pour l'homme, cancer de la prostate, pour les symptômes, pas pour guérir. Donc on voit bien que l'Androcur, dans mon cas, il a été prescrit pour de l'endométriose. Donc c'était pas du tout une AMM. Oui. Vous voyez ? Alors, on le rappelle, aujourd'hui, il est prescrit toujours contre l'hirsutisme sévère, le cancer de la prostate, et il est prescrit pour le traitement des personnes transgenres afin de diminuer les hormones mâles. Voilà, donc il y a encore des cobayes. Il y a encore des cobayes, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'il faut parler du combat d'Emmanuel Huette-Mignaton et de l'association. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir éclairci sur ce sujet. On reviendra avec vous sur ce combat. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous contactez l'association Amavea sur www.amavea.org. www.amavea.org, ça s'écrit A-M-A-V-E-A. Et on est de tout cœur avec vous et vraiment absolument, bravo. Merci Emmanuel pour tout ce que vous faites pour toutes les femmes en l'occurrence. Merci. Merci, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être dingue de Yuka. Vous savez, l'application qui nous aide à mieux consommer, à mieux nous nourrir. Eh bien, on va vous dévoiler tous ses secrets avec sa cofondatrice, Julie Chapon. Et elle est où, Julie Chapon, en ce moment, un jour, j'irai avec vous, Catherine, à New York. Ah, formidable. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Il n'y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, il n'y a pas d'âge pour être dingue de Yuka, l'application qui nous aide à mieux consommer et à mieux nous nourrir. Mais effectivement, Catherine. Alors aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'une des plus belles réussites de la French Tech. J'ai nommé l'entreprise Yuka. Alors vous savez, c'est cette application qui, en scannant le code barre d'un produit alimentaire ou d'un cosmétique, permet de savoir s'il est bon pour notre santé ou si, au contraire, il nous veut du mal à cause d'additifs bizarres ou d'ingrédients cancérigènes, par exemple. Alors aujourd'hui, Yuka, rappelons-le, c'est plus de 45 millions d'utilisateurs dans 12 pays différents et une conquête de l'Amérique qui occupe ses dirigeants depuis 1 an. Et c'est pour ça que pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct de New York, où on est en pleine matinée, avec Julie Chapon, la cofondatrice de Yuka. Bonjour Julie. Bonjour. 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 Alors Julie, qu'est-ce qui permet à Yuka, qu'est-ce que permet Yuka concrètement, voilà, pour les usagers? Est-ce que vous pouvez nous donner le panel des services? Alors Yuka, donc c'est une application mobile qui permet de scanner le code barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé, mais aussi sur l'environnement, puisque en France, sur les produits alimentaires, quand vous scannez le produit, vous avez à la fois une note de l'impact sur la santé et une note de l'impact environnemental. Voilà, donc ça c'est assez nouveau et il y a pas mal de personnes qui ne le connaissent pas encore, mais on analyse aussi l'impact environnemental. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de Yuka? Moi, je sais que j'étais une fervente. Non, mais je l'utilisais à chaque fois. D'ailleurs, les gens vous regardent bizarrement parce que tu prends ton appli, hop, tu scannes. Mais c'est formidable, je trouve, très honnêtement. Mais qu'est-ce qui fait le succès, selon vous? Alors c'est difficile à expliquer, mais bon, déjà je pense que c'est que l'application elle est très très simple à utiliser et donc elle est utilisée à la fois par des enfants et à la fois par des personnes âgées. Tout le monde arrive à l'utiliser de manière assez simple. Et après, je pense que ce qui a fait que Yuka a connu une croissance assez rapide, c'est que
Yuka s'est lancé à un moment où les consommateurs devenaient de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Il y avait eu pas mal de scandales agroalimentaires et ça a alimenté pas mal de défiance. Et voilà, on est arrivé un peu dans ce contexte où voilà, les consommateurs avaient envie un peu de reprendre le pouvoir sur leur consommation. Et je pense que la troisième chose, c'est peut-être le fait que Yuka, c'est une démarche qui est 100% indépendante. Et c'est vrai que souvent, ce type de démarche, quand on a des comparateurs, des choses comme ça, en fait, derrière, c'est toujours financé par des industriels derrière. Voilà. Nous, on est une démarche 100% indépendante, on le met beaucoup en avant. Et du coup, les utilisateurs de l'application ont aussi l'impression de participer à un projet plus global. C'est pas juste une application qui leur permet de faire des choix individuels, c'est aussi quelque chose qui a un impact plus global. Et ça, je pense que ça leur parle beaucoup. Et alors, justement, est-ce que le succès de Yuka a encouragé ou encourage les fabricants à améliorer la qualité de leurs produits ? Tout à fait. Ça fait plusieurs années maintenant, en particulier en France, que tous les jours, j'ai envie de dire quasiment, on est contacté par des marques qui reformulent leurs produits en supprimant des additifs controversés, en réduisant les taux de sel, les taux de sucre, pour être mieux notés sur Yuka. Donc ça, c'est très très positif. On a d'ailleurs il y a quelques temps le président de Intermarché qui a reformulé 900 produits et supprimé 142 additifs controversés pour améliorer ses notes sur Yuka. Et donc voilà, c'est ça qui est très très fort, c'est que à la fois Yuka a un impact sur les consommateurs et les aide à faire de meilleurs choix pour leur santé. Et à la fois, en fait, comme vous l'avez dit, alors on n'a pas 45 millions d'utilisateurs, on a maintenant 53 millions d'utilisateurs, et donc 53 millions de personnes qui utilisent l'application et qui réorientent leur choix de produit, forcément, ça a un impact sur les industriels. Et donc, probablement, ils voient peut-être un impact sur leur vente des bons produits comme des mauvais produits, et ça les oblige à se réajuster et à s'adapter aux consommateurs qui demandent tout simplement des produits plus sains. Et alors, est-ce qu'au contraire, Yuka dérange certains gros industriels, justement, parce que, en 10 ans, vous avez peut-être eu quelques procès, vous avez peut-être un petit peu dérangé? Alors, globalement, dans 95% des cas, les industriels et les marques sont dans une démarche très constructive et en fait, ils ont bien pris conscience ils ont pris conscience qu'en fait, ils ne peuvent pas aller contre la demande de transparence des consommateurs et la demande de produits plus sains. Ça n'a pas de sens de s'opposer à ça. Mais il y a quelques irréductibles, j'ai envie de dire. Et donc en fait, le plus gros sujet qu'on a eu avec des fabricants, c'est avec le lobby de la charcuterie. Oui. Puisque en 2020, on a fait l'objet de 3 assignations en justice de la part de la FICT, qui est le lobby de la charcuterie, et de 2 entreprises de charcuterie qui appartiennent au vice-président de la FICT. Donc c'est tout un même petit monde. Et donc on a fait l'objet de 3 attaques. 3 attaques coup sur coup, ce que nous on dénonce aujourd'hui comme étant des procédures bâillons. Ils nous demandaient à l'époque 1,4 million de dommages et intérêts, sachant que à ce moment-là on faisait 18 000 € de bénéfices nets par an. Pas mal. Donc, concrètement, leur objectif, c'était, je pense, de nous faire mettre la clé sous la porte. Ça a été 3 ans de procédure. Ça a été très long, très coûteux à la fois financièrement, puisqu'on estime aujourd'hui que tout ça nous a coûté 600 000 €, et très coûteux en termes d'énergie, bien sûr. Psychologiquement, c'est pas évident à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après 3 ans de procédure, la justice nous a donné raison entièrement. Et donc, on a gagné ces trois procès. Donc c'est une très belle victoire pour la liberté d'information. En l'occurrence, ça portait sur le sujet des nitrites qui sont des additifs suspectés d'être cancérigènes et qui sont très présents dans la charcuterie. Et donc, ça ne plaisait pas au lobby de la charcuterie qu'on dise que les nitrites étaient dangereux. Écoutez, bravo d'avoir eu les reins solides et d'avoir pu tenir. Alors Julie, vous êtes actuellement à New York pour développer de manière significative Yuka aux États-Unis. Quelles sont les différences d'usage de l'application entre les Français et les Américains ? Alors, je dirais qu'une première différence, Yuka est une application qui analyse les produits alimentaires et cosmétiques. C'est vrai qu'en France, elle est très très utilisée pour les produits alimentaires et dans une moindre mesure pour les produits cosmétiques. Ici, la partie cosmétique, elle intéresse beaucoup plus. Donc je dirais pas que c'est 50-50, mais quand même, on voit un intérêt beaucoup plus fort pour la partie cosmétique ici. Et ensuite, en termes d'usage,
Ce qu'on observe, c'est que, alors bon, c'est tout dans notre intérêt, mais voilà, nous, notre business model aujourd'hui, et ce qui fait que Yuka est viable financièrement, c'est la version premium de l'application. Oui. Donc l'application, elle est gratuite, les fonctionnalités de base sont toutes gratuites, mais pour les personnes qui le souhaitent, elles peuvent payer un abonnement annuel et accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Très concrètement, en France, le pourcentage de personnes qui achètent la version premium, on ne va pas se cacher, c'est très faible, c'est 0,5%. Et encore, on est peut-être même en dessous. Parce qu'on n'est pas dans une culture de payer pour des applications, on ne se rend pas forcément compte que derrière une application, il y a une équipe, il y a un service, et ce n'est pas dans notre culture. Ici, c'est beaucoup plus dans leur culture. Et donc, voilà, ils ont conscience que voilà, il y a une application, derrière, il y a un service, il y a des gens. Ils ont aussi envie d'accéder à l'entièreté de l'application. Ça les gêne d'avoir accès à un bout de l'application et pas à tout. Et donc voilà, ils convertissent, ils achètent beaucoup plus facilement la version premium. Et donc, bon, tant mieux pour nous parce que ça rend aussi ce projet américain viable financièrement puisque c'est un pays qui est très très cher. C'est marrant parce qu'on vient de faire un sujet justement sur les produits de beauté que les mères mettent sur leurs enfants. Et paradoxalement, vous dites que la beauté est très développée et que le besoin de transparence, en fait, aux États-Unis est très important. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'on voyait tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal de produits de beauté qui sont utilisés par les parents et par les enfants qui sont assez dangereux. Donc c'est marrant, il y a ce paradoxe des mères américaines qui mettent des produits de beauté sur leurs enfants qui peuvent être pas adaptés du tout pour les gamins et en même temps, ce besoin de transparence, c'est assez marrant. Julie, juste pour... Juste pour savoir, Julie, pardon, que permet l'application si on paye, combien ça coûte et si on paye justement le fee, qu'est-ce qu'on a comme service en plus? Alors ça coûte, c'est très accessible puisque c'est 10 € par an et ça permet d'accéder à 3 fonctionnalités supplémentaires, une barre de recherche qui permet de rechercher un produit par son nom, par sa marque sans avoir à l'avoir sous la main et à le scanner. Ça permet d'accéder à un mode hors ligne qui permet de scanner même quand on n'a pas de réseau, ce qui est parfois le cas dans les supermarchés, en sous-sol, etc. Et puis, troisième chose, ça permet de pouvoir paramétrer des alertes en fonction de ses préférences alimentaires. Donc, par exemple, on peut activer des alertes sur la présence de gluten, de lactose, d'huile de palme, sur les régimes végétariens, véganes, présence de porc, de sulfite, soja. Voilà, donc ça va être, voilà, on va vraiment pouvoir paramétrer et dire, voilà, moi je veux faire attention au gluten, et je paramètre une alerte sur le gluten et dès que je scanne un produit qui a du gluten, j'ai une petite alerte qui m'indique. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Est-ce que ça va être encore plus sophistiqué, Yuka, dans l'avenir? Alors on a prévu pas mal de choses. Dans les grosses fonctionnalités qu'on a prévues, les grosses nouveautés qu'on a prévues dans les mois qui viennent, il y a notamment la possibilité de laisser des commentaires sur des produits. Parce que effectivement, nous, on note l'impact du produit sur la santé, mais typiquement sur un produit cosmétique, c'est pas parce qu'un shampoing est bien noté qu'il va être efficace et bien laver les cheveux. Oui. Voilà. Donc, on va permettre aux utilisateurs de l'application de laisser des avis sur les produits voilà, dans l'application pour faire à la fois des choix qui sont bien bons pour la santé, mais qui sont aussi des choix d'efficacité de produits. Ça, c'est bien. Ça, c'est la chose principale sur laquelle on va travailler la prochaine. En 2 mots, est-ce que votre métier, est-ce que le fait d'avoir co-fondé Yuka vous fait envisager l'alimentation de vos enfants différemment ou pas? Complètement. Non, complètement. Oui, bien sûr, j'essaye de faire attention le plus possible pour mes enfants, de leur donner le plus possible une alimentation brute, du bio, etc. Après, voilà, on va pas se cacher que forcément, c'est avoir des enfants, ça demande du temps de cuisiner et que forcément l'application m'aide aussi pour choisir des plats frais quand j'ai pas le temps et que j'ai besoin. Surtout ici aux États-Unis où les produits sont quand même plus remplis d'additifs, on va dire qu'en France où il y a eu un bel effort ces dernières années des industriels de supprimer les additifs. Donc donc j'essaie de faire très attention pour mes enfants. Voilà, maintenant c'est des enfants et dès qu'il y a des bonbons, du chocolat, je peux pas les empêcher d'en prendre, c'est compliqué, mais voilà, bien sûr que ça a beaucoup impacté mon rapport à l'alimentation et à celui de mes enfants.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Julie Chapon, de nous avoir consacré un peu de temps. Longue vie à Yuka. Voilà, longue vie à Yuka. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir ce qui se cache derrière Yuka. Effectivement, cette application qui a changé notre quotidien, il faut bien le dire. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, Au revoir. au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour changer de vie et ouvrir un restaurant chez soi. C'est malin, ça. Mais oui. Si vous êtes au chômage, si vous en avez marre de votre job, eh bien, il existe une alternative assez simple pour changer de vie professionnelle, devenir restaurateur en ouvrant chez soi une table familiale. Les touristes, paraît-il, en sont crazy. Ah mais complètement dingue. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la danse country. Alors, véritable phénomène de mode, on vous dit tout sur cette activité spéciale bonne humeur, que l'on danse à deux ou en ligne sur des rythmes endiablés. Et Catherine vous fera une démonstration Mais live. je veux. Mais oui, avec son chapeau. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y'a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et avant de découvrir comment changer de vie professionnelle en ouvrant chez soi une table familiale, vous savez, ces restaurants dont les touristes raffolent, eh bien, Catherine, vous allez nous emmener découvrir la danse country. La danse qui, avec ses rythmes endiablés, est un véritable phénomène hexagonal, c'est ça? Alors, la country, c'est la danse de la bonne humeur. Qu'on la danse à deux ou en ligne, ce sont des rythmes endiablés, mon cher David. Je suis sûre que vous adoriez. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut danser en famille. Ça remplace le sport aussi, si vous avez du mal à vous mettre au sport. C'est formidable pour ceux qui n'y arrivent pas. C'est très cardio, c'est ludique. Il y a des chorégraphies qui changent avec les niveaux. Le niveau de difficulté augmente, bien évidemment, ce qui fait que vous êtes très fiers de vous au bout d'un certain temps parce que vous maîtrisez la choré. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui ne sont pas simples. Bonjour, Kaoula Jaffredo. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Alors, Bonjour, vous David. êtes la fondatrice de Holarock, affiliée à la Fédération française de danse, parmi lesquelles est bien évidemment la line dance, la danse en ligne, la country, comme on le dit plus communément, qui connaît depuis quelque temps une demande croissante de la part des particuliers. Kaoula, avant d'expliquer ce nouvel intérêt que portent les Français à la country, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu d'où vient cette danse ? Alors, cette danse-là, elle vient du XVIIIe siècle. Alors, elle est arrivée effectivement avec les Irlandais, les Écossais, autour de la Nouvelle-Orléans, Boston, etc. pour pouvoir... en fait, au début, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à danser en ligne, et puis, c'était les fermiers, c'était les... Et voilà... écoutez, c'était des ouvriers avant tout, et puis ils s'amusaient à danser. Ils avaient les bottes, ils avaient les ranchs, ils avaient... Donc la musique est partie de ça. Oui. Et donc c'est vrai que nous, quand on est formés, on nous explique bien que les premières country, c'est vraiment sur de la musique country, de la musique blues, la musique effectivement qui vient du blues, de la terre, on va dire de la rencontre avec les gens du Far West, les Indiens, tout ce mélange là. Et au départ, on n'a que de la musique effectivement irlandaise, écossaise et puis américaine forcément, puisque ça a évolué avec la musique que vous connaissez country. Mais alors aujourd'hui, pourquoi la danse country fédère autant, voire plus que d'autres danses Vous avez une explication? Alors moi, je vous explique ce que j'ai ressenti depuis une petite dizaine d'années, et pourtant en France, ça arrive quand même très très vite, c'est que maintenant on a ouvert à plein d'autres musiques. Donc les chorégraphies qui sont écrites par tous nos passionnés, nos professeurs ou même les musiciens parfois, écrivent, codifient des danses sur certaines musiques. Au début on était codifié que sur certains styles, mais aujourd'hui on peut aller danser sur de la musique latino, sur de la salsa, avec des chorégraphies de salsa, de bachata. On peut danser sur de la musique locale, disco, de la funk. On peut danser aussi sur de la musique... après, ça a été très vite relayé sur la base du cha-cha et des choses comme ça, quoi. Donc, il y a une multiplicité de musiques qui apporte l'amour de la musique, en fait, à multiplier les chorégraphies et a fait que maintenant, les personnes s'éclatent. Elles s'éclatent à danser sur toutes les musiques et sur toutes les formes de chorégraphie. Vous voyez ? C'est vrai que c'est la danse, c'est vraiment, ça donne la banane. Il y a combien de clubs à peu près en France, Kaoula? Parce que j'ai l'impression qu'à Paris, on est un peu démunis, non? À Paris, il y en a. En banlieue parisienne, un peu plus. Et alors en province, beaucoup plus. Bah oui. Effectivement. Les lieux sont plus...
adapté, disons qu'ils ont des grandes salles, ils ont des grands hangars. Et puis à Paris, si on fait des bals, il y a des choses, hein, tout se passe bien, mais nous, on va rencontrer les gens sur toutes les régions de France. Alors, il y a à peu près 500 clubs affiliés à la Fédé. Et donc 18 000 membres quand même qui sont répertoriés. Ah ouais. Et ça augmente tout le temps. Puisque c'est adapté à toutes les personnes de tout âge. Voilà, c'est ça qui est bien. Et aller en famille. Et alors justement, Kaoula, au bout de combien de temps on peut commencer à s'amuser un peu en s'adonnant à la country? Alors, je vais pas tricher, hein. On peut s'amuser tout de suite. Tout de suite, on peut s'amuser. Si je vous montre une petite danse avec une petite musique sympa, je vous montre 3 petits pas d'enchaînement. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas très dur. Mais au bout de la danse et de la musique, et ben, ça y est, on s'amuse déjà. Et on est vraiment ravis d'avoir fait la même chose que les copains d'à côté, devant, et voilà. Donc, on s'amuse tout de suite. Quel est le prix moyen des courses classiques comme tarification? Oui, c'est entre nous au Larocque, nos séances, comme c'est à l'abonnement annuel, c'est 6 € à peu près la séance, mais on peut aller autour de 10 € max. C'est pas si cher que ça. Hein. Ah bah écoutez, merci beaucoup Kaoula Jaffredo. Alors je vous en prie. Voilà, si vous nous acceptez, écoutez, on va venir essayer un cours avec vous. Ah bah alors là, dans le 15e, à Paris 15. Bon, je suis dans le 15e, je suis dans le 13e, mais je suis aussi à Cachan, parce que le Larocque est né à Cachan. Mais en tout cas, je vous attends à Paris avec plaisir dans le 15e. Eh ben génial. Quand vous voulez, à mon cours de line dance country. Et Kaoula, si on est intéressé, le site internet, c'est quoi l'adresse? C'est au Larocque Cachan. Vous allez sur le site au Larocque, vous allez voir. Donc Olarocque.com, voilà pour trouver le club proche de chez vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Kaoula. Et maintenant, David, dans Il n'y a pas d'âge pour changer de vie, ouvrir un restaurant chez soi, vous allez nous faire découvrir un nouveau secteur qui cartonne. La restauration à la maison? Mais oui. Kesako? Mais alors, si vous êtes au chômage ou alors vous en avez ras-le-bol de votre job, eh bien, il existe une alternative assez simple pour changer de vie professionnelle. Vous allez devenir restaurateur en ouvrant chez vous une table familiale. Alors, c'est quoi? C'est le dernier chic ultime pour les touristes quand ils viennent en France. Ils en sont dingues. Et cette aventure, Karine Bauer l'a tentée il y a 1 an et demi après en avoir eu marre d'être assistante de direction. Et depuis 1 an, tous les mois, son carnet de réservation est booké. Et je peux vous dire parce que je l'ai vu, le carnet. Bonjour Karine Bauer. Bonjour David, bonjour Catherine. Bonjour. Alors Karine, comment ça fonctionne une table familiale? Une table familiale, c'est tout simplement ma table chez moi. En fait, les gens, ils viennent, ils pénètrent dans ma maison et ils partagent le repas avec moi. Je m'installe avec eux, je fais à manger et je prépare parfois devant eux et je reçois. Et je fais une soirée un peu festive parce que recevoir, c'est comme une fête tout le temps. Ah bah ça c'est déjà très joli. Mais alors attendez, parce qu'il y a forcément un élément déclencheur dans tout ça. Comment elle est venue cette idée de reconversion? Je dirais que c'est un peu mes valeurs, mes passions. J'aime beaucoup ce côté partage. Travailler dans une grande maison avec beaucoup de monde. Une fois qu'on est dehors, on a envie de voir beaucoup plus de monde. Et j'aime aussi écrire. J'étais critique de danse, donc je baigne un peu dans la culture aussi. Et donc, comment réunir un peu ces éléments en sortant de l'assistanat de direction? C'était un soir autour d'un repas avec mon ami chef Tony, qui était chef au Westin, en fait. Oui. Et on était en train de préparer un dîner. Et il me racontait un peu ces soirées qu'il faisait chez lui, qu'il avait des listes d'attente pour ses copains qui venaient 1 fois par mois manger chez lui. Et je me suis dit, c'est rigolo, j'habite un atelier avec plein de choses chinées, un atelier d'artistes dans le Marais, avec hauteur sous plafond, des poutres. Enfin, c'est un lieu très chouette. Et je me suis dit, peut-être que je peux réunir mon désir de recevoir, mon désir de faire à manger, que j'adore faire, et de travailler. Et donc, c'est arrivé un peu comme ça. Je suis allée sur Internet et j'ai trouvé le site Eat With, où ils proposent justement aux gens de venir manger chez les gens. Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors justement, Karine, quelle expérience vous proposez à vos convives et puis qu'est-ce que vous leur servez comme plat? D'abord, l'expérience, et dès qu'ils arrivent chez moi, vous le voyez peut-être, vous le voyez pas, mais on rentre chez moi et c'est des grandes poutres, c'est un atelier d'artistes, c'est authentique et atypique à la fois. Et donc, j'ai ce contact avec eux, ils rentrent, ils voient ce que je prépare à manger et je tendance à faire très français parce que c'est les étrangers qui viennent manger en France. Je fais du local avec mon AMAP du Marais. J'achète des légumes autrement qu'en supermarché, bien évidemment, en circuit court. Et je fais
des plats qui varient entre hachis parmentier de confit de canard, que généralement ils découvrent, ils n'ont jamais fait, avec la recette de mon ami Brice, qui est éleveur en Périgueux. Ensuite, j'ai le canard à l'orange. Je me suis spécialisée dans le soufflé, donc je fais souvent le soufflé et grand marnier en dessert. Ah oui. Au fromage en entrée, et les crêpes Suzette flambées. Miam miam, moi j'ai envie d'essayer. Hein. Alors j'ai l'impression que vous avez 90% de touristes internationaux. Est-ce que, parce que bon, comme clientèle, il pourrait aller dans un restaurant, il y en a quand même pas mal à Paris, plus de 15 000. Qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'ils viennent chercher chez vous? D'abord, je dirais que c'est pas mes clients. Je préfère les voir comme mes invités. Ils arrivent comme invités et ils repartent comme famille. En fait, généralement, quand on est autour de la table, il y a un moment de partage qui se met en place. On raconte nos histoires et on découvre toujours des liens des uns les autres, que ce soit des gens d'Autriche, de Russie. J'avais une table d'Autrichiens et de Russes hier. L'Autrichienne, elle était en vagabonde pendant 4 mois et c'était son premier repas en famille. Et elle était très, très heureuse d'être dans un cadre familial comme ça. C'était un moment délicieux pour eux. Parfois, j'entends c'est mieux que la Tour Eiffel. Disons qu'il y a ce contact et ce rapport avec l'autre. Et cette découverte de ce qui se passe derrière les portes. Quand on voyage, on voit les maisons. On n'a qu'une envie, c'est d'y rentrer, de pénétrer, savoir ce qui se passe. Et je suis contente de proposer cette expérience. Mais je trouve que c'est formidable ce que vous faites, parce que je trouve qu'on vit dans un climat quand même qui est difficile en ce moment. On en parlait beaucoup d'incivilité, de choses comme ça. Et là, ça donne aux gens un petit moment dans un cocon, en fait, et je trouve que c'est très important et tout le monde en a besoin aujourd'hui, et je trouve que c'est une très belle expérience. En 2 mots, Karine, est-ce que quand vous avez commencé, vous pensiez que ça allait cartonner à ce point? Mais absolument pas. Mon premier repas, c'était en janvier 2023, et j'avais 2 jeunes femmes croates qui sont venues à ma table, ma première table d'invités inconnus, et j'avais préparé un poulet rôti et tout un ensemble de choses, et 2 heures avant, je reçois un message qui me dit « ils sont végétariens ». Et donc, j'ai dû appeler ma voisine au secours qui m'a aidée. Elle avait du saumon sous la main. On a fait du saumon, on a fait saumon miso, potimarron, enfin bref. Ça s'est super bien passé à la fin et je lui ai dit à ma voisine, plus jamais je fais ça, mais plus jamais. Elle me dit, mais Karine, mais bien sûr que tu vas refaire ça, tu adores. C'est vraiment ton élément. Et ça fait 1 an et demi et plus de 500 personnes que j'ai eues. Donc, en effet, elle avait tout à fait raison. C'est formidable. Et moi, j'aimerais que David m'amène. Je vous emmène chez Karine. Oui, j'aimerais essayer. Je vous rencontrer Karine. Mais oui, avec plaisir. Merci Karine Bauer. Alors, je rappelle que je rappelle que votre table familiale s'appelle The Foundry Réaumur, qu'on la trouve sur le site www.eatwith.com et sous le nom de Dîner Bohème dans le Marais, Diner in a Bohemian Artist Apartment in Central Paris. Merci Karine. Quel accent. Karine va pouvoir vous donner quelques cours d'anglais. Et dans quelques minutes, David, Laurent Romeshko sera avec nous. Non, le Laurent Alors Romeshko. Si je vous dis Laurent Romeshko, vous pensez à quoi? Je pense à la météo et je pense aussi aux chiffres, à des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, vous savez que l'émission s'arrête. C'est pas vrai. Après plus de 50 ans. C'est pas vrai. Il va venir nous raconter tout ça, petit Lolo National. J'espère. On est très très heureux de le recevoir. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Et tout de suite, nous recevons Laurent Romeshko. Alors, journaliste, présentateur télé à la météo, bien sûr, mais aussi et surtout présentateur de la célèbre émission du jeu télévisé Les chiffres et les lettres, qui s'arrête, paraît-il, Catherine. Mais ça vous touche pas, vous, les chiffres et les lettres? Je suis né avec, donc ça me touche. Mais moi, je me vois, petite fille, avec mon père, le papier, le crayon, pour trouver le mot le plus long, pour trouver si le compte est bon. Moi, ça me fait quelque chose qu'elle s'arrête, cette émission. Vous m'avez appelé en transe en me disant ça s'arrête. Non, alors en transe, peut-être pas, cher ami. En transe. Ça s'arrête? Ça s'arrête. Ah bon? Laurent Romeshko qui est avec nous dit ça s'arrête. Bah oui, tiens, on va lui apprendre que ça alors ça s'arrête au bout de combien de temps? Je suis un peu déçu, Catherine, que vous n'ayez pas été en transe à cette annonce. Elle a été en transe. C'est la fin d'une époque. Elle m'a dit, ils m'ont piqué mon enfance. Alors, on rappelle quand même que cette émission, 1965. La version d'origine, oui, qui était. Alors au début, il y avait avec Christine Fabrega, c'est ça? Avec Christine Fabrega. Ah oui, c'est une longue histoire. La première version, il y avait que les lettres. Ça s'appelait le mot le plus long. Et c'était Christine Fabrega. C'était
en hebdomadaire, c'était le dimanche et c'était une émission en direct. Et elle a duré 65 jusqu'à, je sais pas, 68, 69, 70. 72, c'est Patrice après. Et donc, l'émission a été arrêtée. Elle a déjà été arrêtée une première fois quand il y avait le mot le plus long. Et elle est revenue en 72. Et là, Armand Jameau a ajouté les chiffres. Et ça s'est appelé Des chiffres et des lettres. Donc, naissance, je crois que c'est 4 janvier 72. Voilà. Et ensuite, il y a le Lolo Romeshko qui débarque en 1992, une vingtaine d'années plus tard, c'est ça? Oui. Hein, et donc... 20 ans après, Patrice a fait 17 ans. Ensuite, après, il y a eu un passage avec Laurent Cabrol pendant 2 ans. Puis un passage furtif un avec... autre Monsieur Météo, d'ailleurs. Oui. Avec un passage furtif avec Max Meignier, qui a duré moins d'une saison. Oui. Et j'ai pris la relève en juin 92, donc ça fait fort longtemps. Ce qui veut quand même dire que vous avez passé la moitié de votre vie sur ce jeu. Alors oui, 32 ans, comme j'ai pas encore 64. Plus de la moitié. Non mais c'est dingue de se dire quand même. Plus de 30 ans sur un jeu. Oui, alors après il faut savoir, bon, vous le savez tous, mais les jeux sont enregistrés. C'est-à-dire que j'ai pas depuis 32 ans, j'ai pas passé du lundi au vendredi tous les après-midi à tirer des consonnes et des voyelles. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai accompagné ce jeu et je l'ai incarné pendant très très longtemps, 3 décennies, ça laisse passer tout de même quelques générations et voilà. Donc ça fait quelque chose quand même, non, cet arrêt? Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est, même si on sentait le vent tourner depuis quelques temps, notamment depuis 2 ans, depuis le passage de la quotidienne du lundi au vendredi, on a été relégué au samedi et au dimanche, on se disait, bon... Et on y croyait moyennement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas si je veux parler de tristesse ou de déception, c'est pas ça. C'est plutôt un petit pincement au cœur parce que c'est une très très longue page de ma vie professionnelle, en tout cas. Bien sûr. Et alors justement, en 32 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était moins évident de présenter? Où j'en avais marre. Ouais. Ça vous est arrivé ou pas? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a eu des moments où j'en ai eu un petit peu marre. Alors pas forcément marre du jeu, de l'émission, mais peut-être aussi un peu marre de l'image trop sérieuse qu'elle renvoyait au public. Ouais. Et bon, voilà, ceux qui me connaissent me disent t'es un peu plus déconneur que ça. En fait, c'est un fêtard, on le sait pas. T'es pas pied au plancher. Donc oui, il y a eu des périodes, alors je peux pas vous reciter les années, mais... Qu'est-ce qui vous rattrapait dans ces moments-là? Alors ce qui me rattrapait, en tout cas là, ces longues dernières années, ces 15-20 dernières années, ça a été l'ambiance de travail. C'est-à-dire que je travaille depuis, je crois que c'est depuis à peu près plus de 20 ans, depuis l'an 2000, avec Patrice Laffont qui est à la production artistique, avec qui je m'entends très bien. Non seulement on a une collaboration professionnelle, on a eu, faut que je me mette à parler au passé, mais une forte relation amicale. C'est un papa de métier, c'est un copain, c'est un frangin, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien et que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête de toute façon. Donc ce sont des choses qui me retenaient. Ce qui me retenait aussi, c'était la complicité que je pouvais avoir et l'affection que je pouvais porter aux 2 arbitres qui sont partis il y a 2 ans de l'émission, pour Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard. Donc voilà, tout ça, c'est une ambiance. Il faut savoir que cette émission, c'était une ambiance très familiale. C'est ça. Mais ça se sent, je trouve, ça se sentait. C'était un peu la télé à papa. Et mais rien de péjoratif. Mais je veux dire par là que voilà, on est une famille, mais y compris les candidats. C'est-à-dire que les candidats, moi, il y en a certains que j'ai vu arriver très jeunes, qui ont joué des émissions juniors. Ils avaient 17-18 ans et je les ai connus. Après, ils sont revenus jouer après avoir commencé leur vie professionnelle, avoir eu des enfants. Ils sont revenus, ils avaient près de 40 ans, donc je les avais connus minots. Mais par exemple, Bertrand Renard, c'était un candidat avant d'être avec vous. Il a été candidat. Il a gagné Bertrand. 12 fois, il paraît. Alors je sais pas combien de temps. Moi, il me dit, c'est un peu surfait ma réputation. Il me dit, j'ai jamais autant gagné. Je crois qu'il a pas gagné autant que ça, mais il a bien joué. Il a surtout, il était bluffant. C'était en chiffres sur les calculs. Incroyable. Et donc voilà. Alors moi, je l'ai pas connu. Peut-être en téléspectateur, j'étais gamin, mais c'est vrai que c'était ce garçon qui se tenait mal sur son siège complètement de travers, avec des cheveux
très long et qui calculait à la vitesse de la lumière. Donc voilà. Et puis c'est pareil. Bertrand, c'est devenu véritablement un ami. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'affection, qui est extrêmement cultivé, qui est très drôle, qui montrait une part de son humour à l'antenne, mais qui est 10 fois, 100 fois plus drôle hors antenne et surtout d'une grande culture. Donc voilà, j'ai beaucoup de sacrés des liens. Mais bien donc sûr. c'était une bonne ambiance en coulisses. Ah oui, très bonne ambiance. Vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter par rapport en coulisses ou à l'antenne? 2 choses qui vous ont marqué. En coulisses ou à l'antenne. Alors je vais peut-être commencer par l'antenne. Là, alors c'était assez curieux tout de même cette émission, c'est que j'avais des candidats qui étaient extrêmement performants, mais parfois aussi très très réservés. C'est-à-dire que voilà, ils avaient de grandes connaissances au vocabulaire, ils avaient une rapidité de calcul. Ce sont des gens qui, je me souviens d'un candidat moi qui, alors je sais plus s'il était diplômé de Normal Sup ou de Polytechnique, enfin en tout cas d'une formation extrêmement prestigieuse. On sentait un petit peu coincé. Et il y a eu un tirage avec, je vais vous donner l'anagramme, il aurait pu faire énucléé comme mot, il a choisi d'en faire un autre. Mais on sentait, vous voyez lequel, je l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné. On l'a deviné, en fait, le garçon, je sentais que, je pense dans sa promo à Polytechnique ou à Normal Sup, c'était pas tellement le genre de propos qui pouvait tenir en amphi ou en TD. Voilà, donc il rêvait de sortir depuis des années. Du coup, le mec à l'antenne, il me dit j'ai trouvé un 7-8 lettres, je sais plus combien ça faisait, et le mec me sort le mot, mais haut et fort, mais alors on sentait un... Le mec s'est dit enfin je peux le dire, et je le dis en plus à la télé. Donc ça fait partie des souvenirs. Mais on avait des candidats comme ça très atypiques. Très performants, bluffants, et ce qui était toujours très paradoxal, vous savez, parmi les candidats, on avait des gens qui étaient extrêmement réservés. Moi, j'ai souvent remarqué que plus ils étaient forts, plus ils étaient réservés dans la vie. Certains, je les soupçonnais même parfois d'avoir peut-être un certain syndrome, peut-être autistique, enfin bon, avec un focus sur ce jeu où ils apprenaient le dictionnaire par cœur, les mots de 8, 9, 10 lettres, ils les apprenaient par cœur, ce qui est très difficile d'ailleurs, puisque ils apprenaient chaque année les mots qui entraient dans le dictionnaire, mais chaque année, il y a des mots qui sortent du dictionnaire. Apprendre, on sait tous le faire plus ou moins bien. Maintenant, désapprendre, c'est compliqué comme démarche. Tentez de le faire, de vous dire, tel mot de 8-9 lettres, il n'est plus dans le dictionnaire, je me le sors de la mémoire, il ne faut plus que je le joue. C'est compliqué comme démarche. Donc ces gens le faisaient très très bien. Et ce qui était paradoxal, c'est que malgré leur réserve, leur timidité, ils venaient là pour montrer leur performance, et venir devant des caméras aux grandes heures de l'émission pour être devant des millions de téléspectateurs. J'ai toujours trouvé ça très paradoxal. Et si vous voulez une dernière anecdote, je fais bref. Première émission que je présente, première série d'émissions, c'était en direct à Antibes, c'était une coupe, un championnat qu'on faisait. Je fais mes émissions en direct et arrive fin de semaine le direct avec la finale, donc mes 2 finalistes, mes 2 champions. Et un quart d'heure avant le direct, j'ai un champion qui est là, qui est en plateau, qui est en place, et le deuxième champion, qui était, je me souviens, un champion qui présentait un peu les caractères dont je vous ai parlé, et introuvable. Et on cherche partout. C'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai ramené en plateau, je crois, 5-6 minutes avant le direct, et je l'ai retrouvé dans les toilettes. Il était assis sous un lavabo, il était accroupi. Mort de trouille, il était prostré, et j'ai réussi à le convaincre en lui disant, c'est ballot, tu les as tous balayés, là, en 8e, en quart, en demi-finale, là, c'est la finale, t'as des chances de gagner, faut que tu viennes. J'ai réussi à le convaincre, et c'était, c'est une anecdote, mais c'était pour mon entrée en matière, c'était un peu compliqué. J'imagine. Mais c'est vrai que ça fédérait. C'est une émission qui fédérait parce que toute ta famille était contente de jouer, en fait. C'est une émission qui est accessible à tous. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau. Et les candidats n'avaient pas d'âge particulier, on avait des tout jeunes, comme on avait des gens. On avait une nouvelle génération de jeunes qui arrivaient là ces derniers temps. Non, c'est vraiment un jeu d'une simplicité. C'est-à-dire que le téléspectateur pouvait jouer quel que soit son niveau. C'est-à-dire que effectivement,
vous êtes admiratif du candidat qui en plateau va trouver 8, 9, 10 lettres. Mais vous pouvez tout à fait jouer, même si vous plafonnez à 4 lettres, c'est pas grave. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres jeux que j'apprécie beaucoup. Je prends une question pour un champion, c'est un jeu de culture générale. Une compétence. On ne sait pas. Alors souvent, on regarde, on est admiratif du champion qui est là, on se dit, oh, putain, le mec, c'est tout ça. Mais on ne peut pas jouer. Là, on pouvait jouer à notre niveau. Puis il y a toute une génération de gamins. Moi, j'ai encore aujourd'hui des gens qui ont 30, 40 ans qui me disent, j'ai appris l'alphabet, j'ai appris à lire. En regardant l'émission chez mes grands-parents. Alors ils n'avaient pas le choix, les grands-parents ils capturaient la télécommande et les gamins n'avaient pas le choix que de regarder l'émission, mais ils en gardent le souvenir et ils ont appris l'alphabet avec nous. Écoutez, la météo à la carte, 12h55. Oui. Ça fait combien de temps la météo pour 12 le coup? ans, depuis 2012. Ça, je suis absolument fier parce que c'est une création. J'étais là dès le début. C'est une idée qui me trottait en tête et qui s'est concrétisée et qui fédère, qui rassemble un vrai public tous les jours. C'est une véritable émission de service public avec une offre alternative. En face, nous avons les JT avec cette info qui rassure les téléspectateurs. C'est vrai que les JT aujourd'hui, c'est que le journal des bonnes nouvelles. Ça détend généralement de regarder le JT. Non, nous on a cette offre en face qui est beaucoup moins anxiogène, qui est une véritable découverte des patrimoines, culture, agriculture, architecturaux. Bulle d'air. Voilà, c'est une véritable bulle d'air et ça marche très très bien. Il y a pratiquement 1 million de téléspectateurs qui nous suivent au quotidien. Donc encore 20 ans. Parce que vous êtes monsieur 32 ans. Non, parce qu'à un moment, il faudra que je m'arrête. Mais en tout cas, là, pour l'instant, oui. Bon, merci beaucoup. Déchiffrer des lettres. Alors, 16h40 le samedi, c'est ça? Dépêchez-vous. 17h10 le dimanche. Jusqu'au bout, ça s'arrête quand exactement? Et puis, on fera une belle émission finale. Alors, je ne sais pas encore quand, avec Patrice Laffont, on mettra un point final à cette belle aventure, cette longue aventure. 52 ans d'existence, c'est un record. Il faut faire une fête. Bien sûr. Après le jour du Seigneur, je crois que c'est la... Ouais, mais c'est dans le cahier des charges, le jour du Seigneur. Ils vont jamais la supprimer. Bon, merci beaucoup, Laurent Romeshko. Et en nous, Catherine, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à 12h, c'est ça, Catherine? Je crois. 7h49 d'abord. 7h49. Avec Jean-Marie Bordry et entre 12 et 13. Allez, bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci, Laurent, d'être venu. Merci, Catherine.